Bonsoir et bienvenue à toutes et à tous. Merci de nous retrouver sur le plateau de Voyage au bout de la nuit, votre émission quotidienne littéraire sur D8. C'est encore un moment de lecture que nous allons partager ensemble ce soir. J'espère que vous êtes prêts, que vous avez prévu votre petit café, votre petite tisane, que vous avez certainement des petites choses à manger, j'en sais rien, mais en tout cas que vous êtes prêts à passer un moment, en tout cas au moins 20 bonnes minutes de littérature. Et ce soir, on a la chance d'accueillir un auteur décédé, évidemment, mais un grand auteur. C'est Maupassant et on lit le recueil de nouvelles qui s'intitule La Maison Tellier. Alors, si vous avez manqué le début, là, je vous invite vraiment à aller voir les replays parce que je peux rien pour vous. C'est-à-dire que je peux pas vous résumer toutes les nouvelles une par une parce qu'il y en a quand même beaucoup et on les a déjà quasiment toutes lues. J'entame d'ailleurs la toute dernière qui s'intitule La femme de Paul. Mais avant ça, je vous parle donc des replays. Si vous avez manqué ces nouvelles, alors ce qui est pratique dans cette lecture, c'est que c'est pas une histoire à suivre dans sa continuité. Donc vous pouvez vraiment choisir une nouvelle par-ci, par-là. Il y a 6 émissions, vous savez comment ça se passe. Et on peut dire que j'ai fait quasiment une nouvelle par émission. Donc c'est vraiment une histoire que vous allez avoir pour le coup cette fois du début à la fin. C'est plutôt pas mal. Donc pour ça, vous allez sur le site internet de la chaîne, c'est peut-être ce que vous faites d'ailleurs en ce moment, et vous avez les replays et vous pouvez regarder les lectures et choisir comme ça. Alors, j'ai pas en tête le nom exact de chaque nouvelle, mais vous pouvez les retrouver facilement puisque je les annonce en début de chaque partie. Moi, comme je vous ai dit, je vais commencer le conte, l'histoire qui s'appelle La femme de Paul. Eh bien, je vous en dis pas plus. Je partage aussi, si vous avez envie de parler de cette émission, qui est quand même la vôtre et qui existe grâce à vous. On a commencé tout petit dans Voyage au bout de la nuit, et puis c'est une émission qui finalement est encore là, qui prend de plus en plus finalement de place dans cette chaîne. Et elle existe grâce à vous, puisque vous êtes de plus en plus nombreux. Donc parlez-en, n'hésitez pas à partager ces lectures et à les commenter grâce au hashtag VBN qui s'affiche en bas de votre écran et qui veut dire voyage au bout de la nuit. Vous l'avez compris, vous n'êtes pas idiots et vous pouvez du coup nous retrouver sur tous les réseaux sociaux. On a tous nos pages, Insta, Twitter, Facebook et j'en passe. Vous pouvez du coup voilà, partager et nous faire part de vos coups de cœur. Alors, je continue tout de suite. La femme de Paul, je commence d'ailleurs. Très bon voyage à vous, à tout à l'heure sur D8. Le restaurant Grillon, ce phalanstère des canotiers, se vidait lentement. C'était devant la porte un tumulte de cris, d'appels, et les grands gaillards en maillot blanc gesticulaient avec des avirons sur l'épaule. Les femmes, en claire toilette de printemps, embarquaient avec précaution dans les yoles et s'asseyant à la barre disposaient leurs robes, tandis que le maître de l'établissement, un fort garçon à barbe rousse, d'une vigueur célèbre, donnait la main aux belles petites en maintenant d'aplomb les frêles embarcations. Les bateaux, un à un, se détachaient du ponton, les tireurs se penchaient en avant, puis se renversaient d'un mouvement régulier. Et sous l'impulsion de longues rames recourbées, les yoles rapides glissaient sur la rivière, s'éloignaient, diminuaient, disparaissaient enfin sous l'autre pont, celui du chemin de fer, en descendant vers la Grenouillère. Un couple seul était resté. Le jeune homme, presque imberbe, encore mince, le visage pâle, tenait par la taille sa maîtresse, une petite brune maigre avec des allures de sauterelle. Et il se regardait parfois du fond des yeux. Le patron cria « Allons, monsieur Paul, dépêchez-vous » et ils s'approchèrent. De tous les clients de la maison, Monsieur Paul était le plus aimé, le plus respecté. Il payait bien et régulièrement, tandis que les autres se faisaient longtemps tirer l'oreille à moins qu'ils ne disparussent, insolvables. Puis il constituait pour l'établissement une sorte de réclame vivante, car son père était sénateur. Et quand un étranger demandait « Qui est-ce donc là, ce petit, qui en tille si fort pour sa donzelle ?» Quelque habitué répondait à mi-voix, d'un air important et mystérieux « Eh bien, c'est Paul Baron, vous savez, le fils du sénateur. » Et l'autre, invariablement, ne pouvait s'empêcher de dire « Le pauvre diable, il n'est pas à moitié pincé. » La mère Grillon, une brave femme, entendue au commerce, appelait le jeune homme et sa compagne. Ces 2 tourtereaux, et semblait tout attendri par cet amour avantageux pour sa maison. Le couple s'en venait à petits pas. La yole Madeleine était prête, mais au moment de monter dedans, ils s'embrassèrent, ce qui fit rire le public amassé sur le pont. Et Monsieur Paul, prenant ses rames, partit aussi pour la Grenouillère.
Quand ils arrivèrent, ils allaient être 3 heures. Et le grand café flottant regorgeait de monde. L'immense radeau, couvert d'un toit goudronné que supportent des colonnes de bois, est relié à l'île charmante de Croissy par 2 passerelles, dont l'une pénètre au milieu de cet établissement aquatique, tandis que l'autre en fait communiquer l'extrémité avec un îlot minuscule planté d'un arbre et surnommé le pot à fleurs. Et de là gagne la terre auprès du bureau des bains. Monsieur Paul attacha son embarcation le long de l'établissement. Il escalada la balustrade du café, puis prenant les mains de sa maîtresse, il l'enleva, et tous deux s'assirent au bord d'une table face à face. De l'autre côté du fleuve, sur le chemin de halage, une longue file d'équipages s'alignait, les fiacres alternaient avec de fines voitures de gommeux, les uns lourds, au ventre énorme écrasant les ressorts attelés d'une rosse au cou tombant, aux genoux cassés, les autres sveltes élancés sur des roues minces, avec des chevaux aux jambes grêles et tendues, au cou dressé, aux morts neigeux d'écume, tandis que le cocher, gourmé dans sa livrée, la tête raide en son grand col, demeurait les reins inflexibles et le fouet sur un genou. La berge était couverte de gens qui s'en venaient par famille, ou par bande, ou 2 par 2, ou solitaires. Ils arrachaient des brins d'herbe, descendaient jusqu'à l'eau, remontaient sur le chemin et tous, arrivés au même endroit, s'arrêtaient, attendant le passeur, le lourd bachot, aller sans fin d'une rive à l'autre, déchargeant dans l'île ses voyageurs. Le bras de la rivière sur lequel donne ce ponton à consommation semblait dormir, tant le courant était faible. Des flottes de yoles, de skiffs, de périssoirs, d'embarcations de toutes formes et de toute nature filaient sur l'onde immobile. Il en arrivait d'autres sans cesse, les unes de Chatou en amont, les autres de Bougival en aval. Et des rires allaient sur l'eau d'une barque à l'autre, des appels, des interpellations ou des engueulades. Les canotiers exposaient à l'ardeur du jour la chair brunie et bosselée de leurs biceps. Et pareil à des fleurs étranges, à des fleurs qui nageraient, les ombrelles de soie rouges, vertes, bleues ou jaunes des barreuses s'épanouissaient à l'arrière des canots. Un soleil de juillet flambait au milieu du ciel. L'air semblait plein d'une gaieté brûlante. Aucun frisson de brise ne remuait les feuilles des saules et des peupliers. Là-bas, en face, l'inévitable mont Valérien, étagé dans la lumière crue ses talus fortifiés. Tandis qu'à droite, l'adorable coteau de Louvciennes, tournant avec le fleuve, s'arrondissait en demi-cercle, laissant passer par places, à travers la verdure puissante et sombre, des grands jardins, les blanches murailles des maisons de campagne. L'île est étranglée juste à la Grenouillère, et sur l'autre bord, où un bac aussi fonctionne amenant sans cesse les gens de Croissy, le bras rapide, plein de tourbillons, de remous, d'écume, roule avec des allures de torrent. Un détachement de pontonniers en uniforme d'artilleurs est campé sur cette berge, et les soldats, assis en ligne sur une longue poutre, regardaient couler l'eau. Dans l'établissement flottant, c'était une cohue furieuse et hurlante. Les tables de bois où les consommations répandues faisaient de minces ruisseaux poisseux étaient couvertes de verres à moitié vides et entourées de gens à moitié gris. Toute cette foule criait, chantait, braillait. Les hommes, le chapeau en arrière, la face rougie, avec des yeux luisants d'ivrogne, s'agitaient en vociférant par un besoin de tapage naturel au brut. Les femmes, cherchant une proie pour le soir, se faisaient payer à boire en attendant. Et dans l'espace libre, entre les tables, dominait le public ordinaire du lieu, en bataillon de canotiers, chahuteurs avec leurs compagnes, en courtes jupes de flanelle. Ce lieu sue la bêtise, pue la canaillerie et la galanterie de bazar. Mâles et femelles s'y valent. Il y flotte une odeur d'amour et l'on s'y bat pour un oui, pour un non, afin de soutenir des réputations vermoulues que les coups d'épée et les balles de pistolet ne font que crever davantage. Quelques habitants des environs y passent en curieux chaque dimanche. Quelques jeunes gens très jeunes y apparaissent chaque année, apprenant à vivre. Des promeneurs flânants s'y montrent, quelques naïfs s'y égarent. C'est avec raison nommé la Grenouillère. À côté du radeau couvert où l'on boit, et tout près du pot à fleurs, on se baigne. Celles des femmes dont les rondeurs sont suffisantes viennent là montrer à nu leur étalage et faire le client. Les autres, dédaigneuses, bien qu'amplifiées par le coton, étayées de ressorts redressés par-ci, modifiés par-là, regardent d'un air méprisant barboter leurs sœurs. Sur une petite plateforme, les nageurs se pressent pour piquer leur tête. Ils sont longs comme des échalas, ronds comme des citrouilles, noueux comme des branches d'olivier, courbés en avant ou jetés en arrière par l'ampleur du ventre, et invariablement laids.
il saute dans l'eau, qui rejaillit jusque sur les buveurs de café. Malgré les arbres immenses penchés sur la maison flottante et malgré le voisinage de l'eau, une chaleur suffocante emplissait ce lieu. Les émanations des liqueurs répandues se mêlaient à l'odeur des corps et à celle des parfums violents dont la peau des marchandes d'amour est pénétrée et qui s'évaporent dans cette foutaise. Mais sous toutes ces senteurs diverses flottait un arôme léger, de poudre de riz qui parfois disparaissait. Le spectacle était sur le fleuve, où le va-et-vient incessant des barques tirait les yeux. Quelquefois, quand une équipe lancée passait à toute vitesse, les amis descendus à terre poussaient des cris, et tout le public, subitement pris de folie, se mettait à hurler. Au coude de la rivière, vers Chatou, se montraient sans cesse des barques nouvelles. Elles approchaient, grandissaient, et à mesure qu'on reconnaissait les visages, d'autres vociférations partaient. Un canot, couvert d'une tente et monté par 4 femmes, descendait lentement le courant. Celle qui ramait était petite, maigre, fanée, vêtue d'un costume de mousse avec ses cheveux relevés sous un chapeau ciré. En face d'elle, une grosse blondasse habillée en homme, avec un veston de flanelle blanche, se tenait couchée sur le dos, au fond du bateau, les jambes en l'air sur le banc des 2 côtés. Elle fumait une cigarette, tandis qu'à chaque effort des avirons, sa poitrine et son ventre frémissaient, ballottés par la secousse. Tout à l'arrière, sous la tente, 2 belles filles, grandes et minces, l'une brune et l'autre blonde, se tenaient par la taille en regardant sans cesse leur compagne. Un cri partit de la grenouillère. « V'là Lesbos !» Et tout à coup, ce fut une clameur furieuse. Une bousculade effrayante eut lieu. Les verres tombaient, on montait sur les tables et tous, dans un délire de bruit, vociféraient « Lesbos ! Lesbos !» Le cri roulé devenait indistinct, ne formait plus qu'une sorte de hurlement effroyable, puis soudain, il semblait s'élancer de nouveau, monter par l'espace, couvrir la plaine, emplir le feuillage épais des grands arbres, s'étendre au lointain coteau, aller jusqu'au soleil. La rameuse, devant cette ovation, s'était arrêtée tranquillement. La grosse blonde étendue au fond du canot tourna la tête d'un air nonchalant, se soulevant sur les coudes. Et les 2 belles filles, à l'arrière, se mirent à rire en saluant la foule. Alors la vocifération redoubla, faisant trembler l'établissement flottant. Les hommes levaient leurs chapeaux, les femmes agitaient leurs mouchoirs, et toutes les voix, aiguës ou graves, criaient ensemble. « Lesbos !» On eût dit que ce peuple, ce ramassis de corrompus, saluait un chef comme ces escadres qui tirent le canon quand un amiral passe sur leur front. La flotte nombreuse des barques acclamait aussitôt le canot des femmes qui repartit de son allure somnolente pour aborder un petit peu plus loin. Monsieur Paul, au contraire des autres, avait tiré une clé de sa poche et de toute sa force, il sifflait. Sa maîtresse nerveuse pâlit encore, lui tenant le bras pour le faire taire et le regardait cette fois avec une rage dans les yeux. Mais lui semblait exaspéré, comme soulevé par une jalousie d'homme, par une fureur profonde, instinctive et désordonnée. Il balbutia les lèvres tremblantes d'indignation. « Mais c'est honteux, on devrait les noyer comme des chiennes avec une pierre au cou !» Mais Madeleine brusquement s'emporta. « Mais est-ce que ça te regarde, toi, hein? Sont-elles pas libres de faire ce qu'elles veulent, puisqu'elles ne doivent rien à personne? Alors fiche-nous la paix avec tes manières, hein, et mêle-toi de tes affaires. » Mais il lui coupa la parole. « Mais c'est la police que ça regarde, je les ferai flanquer à Saint-Lazare, moi. » « Adulte en soubresaut, toi? Bah oui, moi. Et en attendant, je te défends de leur parler, hein. T'entends, je te défends. » Alors elle haussa les épaules et calmait tout à coup. « Et mon petit, je ferai ce qui me plaira. Et si t'es pas content, file, et tout de suite. Je suis pas ta femme, n'est-ce pas? Alors tais-toi. » Il ne répondit pas. Ils restèrent face à face avec la bouche crispée et la respiration rapide. À l'autre bout du grand café de bois, les 4 femmes faisaient leur entrée. Les 2 coutumés en hommes marchaient devant. L'une maigre, pareille à un garçonnet vieillot avec des teintes jaunes sur les tempes. L'autre, emplissant de sa graisse ses vêtements de flanelle blanche, bombant de sa croupe le large pantalon, se balançait comme une oie grasse, ayant les cuisses énormes et les genoux rentrés. Leurs 2 amies les suivaient et la foule des canotiers venait leur serrer la main. Elles avaient loué toutes les 4 un petit chalet au bord de l'eau, et elles vivaient là, comme auraient vécu 2 ménages. Leur vie, c'était public, officiel, patent. On en parlait comme d'une chose naturelle qui les rendait presque sympathiques et l'on chuchotait tout bas des histoires étranges, de drames nés, de furieuses jalousies féminines et des visites secrètes de femmes connues, d'actrices même, à la petite maison au bord de l'eau. Un voisin révolté de ces bruits scandaleux avait prévenu la gendarmerie et le brigadier, suivi d'un homme, était venu faire une enquête.
La mission était délicate, on ne pouvait en somme rien reprocher à ces femmes qui ne se livraient point à la prostitution. Le brigadier, fort perplexe, ignorant même à peu près la nature des délits soupçonnés, avait interrogé à l'aventure et fait un rapport monumental concluant à l'innocence. On en avait ri jusqu'à Saint-Germain. Elles traversaient à petits pas, comme des reines, l'établissement de la Grenouillère, et elles semblaient fières de leur célébrité, heureuses des regards fixés sur elles. Madeleine et son amant les regardaient venir, et dans l'œil de la fille en flamme, une flamme s'allumait. Lorsque les deux premières parurent, au bout de la table, Madeleine leur cria « Pauline !» La grosse se retourna. « Ah tiens, Madeleine, viens donc me parler, ma chérie !» Paul crispa ses doigts sur le poignet de sa maîtresse, mais elle lui dit d'un tel air « Bon, et tu sais, mon petit, tu peux filer, hein !» qu'il se tut et resta seul. Alors elles causèrent tout bas, debout toutes les trois. Des gaietés heureuses passaient sur leurs lèvres, elles parlaient vite, et Pauline par instant regardait Paul à la dérobée avec un sourire narquois et méchant. À la fin, n'y tenant plus, il se leva soudain et fut près d'elle, d'un élan tremblant de tous ses membres. Il saisit Madeleine par les épaules. « Allez, viens, je le veux, hein, je t'ai défendu de parler à ces gueuses. » Mais Pauline éleva la voix et se mit à l'engueuler avec son répertoire de poissardes. On riait alentour, on s'approchait, on se haussait sur le bout des pieds afin de mieux voir. Et lui restait interdit sous cette pluie d'injures fangeuses. Il restait là, regardant l'eau, comme s'il l'eût arrachée. Il enlevait d'un doigt nerveux une larme formée au coin de son œil. C'est qu'il aimait éperdument, sans savoir pourquoi, malgré ses instincts délicats, malgré sa raison, malgré sa volonté même. Il était tombé dans cet amour comme on tombe dans un trou bourbeux. D'une nature attendrie et fine, il avait rêvé des liaisons exquises, idéales et passionnées, et voilà que ce petit criquet de femme, bête comme toutes les filles, d'une bêtise exaspérante, pas jolie même, maigre et rageuse, l'avait pris, là, captivé, possédé des pieds à la tête, corps et âme. Il subissait cet ensorcellement féminin, mystérieux et tout-puissant, cette force inconnue, cette domination prodigieuse, venue d'on ne sait où, du démon de la chair et qui jette l'homme le plus sensé au pied d'une fille quelconque, sans que rien en elle explique son pouvoir fatal et souverain. Oui, alors je fais une parenthèse et je dis que ça marche dans les deux sens. Hein. Il est un petit peu moyenne là, cette nouvelle. Alors, on va voir comment ça finit. Et là, derrière son dos, il sentait qu'une chose infâme s'apprêtait. Des rires lui entraient au cœur. Que faire ? Il le savait bien, mais il ne le pouvait pas. Il regardait fixement sur la berge en face, un pêcheur à la ligne immobile. Soudain, le bonhomme enleva brusquement du fleuve un petit poisson d'argent. Puis il essaya de retirer son hameçon, le tordit, le tourna, mais en vain. Alors, pris d'impatience, il se mit à tirer, et tout le gosier saignant de la bête sortit avec un paquet d'entrailles. Et Paul frémit, déchiré lui-même jusqu'au cœur. Il lui sembla que cet hameçon, c'était son amour, et que s'il fallait l'arracher, tout ce qu'il avait dans la poitrine sortirait ainsi au bout d'un fer recourbé, accroché au fond de lui, et dont Madeleine tenait le fil. Une main se posa sur son épaule. Il eut un sursaut, se tourna, sa maîtresse était à son côté. Elle s'accouda comme lui à la balustrade, les yeux fixés sur la rivière. Il cherchait ce qu'il devait dire, il ne trouva rien. Enfin, au bout de quelques minutes, il lui demanda d'une voix très douce. « Veux-tu que nous nous en allions ?»« Oui, mon chat. » Et il l'aida à descendre dans la yole, la soutenant, lui serrant les mains. Ils remontèrent le fleuve tout doucement. Lorsqu'ils furent revenus au restaurant Grillon, il était à peine 6 heures. Alors, laissant leur yole, ils partirent à pied dans l'île, vers Beson, à travers les prairies, le long des hauts peupliers qui bordent le fleuve. Il sentait tout cela à lui. Cette chose mélancolique, cette poésie pénétrante que l'on sent en cette heure douce et recueillie. Mais elle ne le comprenait pas. Ils marchaient côte à côte et soudain, lasse de se taire, elle chanta. Alors il la regarda, il se sentit entre eux un infranchissable abîme. Elle battait les herbes de son ombrelle, la tête un peu baissée, contemplant ses pieds et chantant, filant des sons. Son petit front étroit qui l'aimait tant était donc vide. Mais vide, il n'y avait rien là-dedans que cette musique de serinette. Et les pensées qui s'y formaient, par hasard, étaient pareilles à cette musique. Alors, elle releva les yeux vers lui et sourit encore. Comme il chiffonnait sa robe, elle finit par se dégager en murmurant « Mais va, je t'aime bien, mon chat ». Mais il la saisit par la taille et, pris de folie, l'entraîna en courant. Et il l'embrassait sur la joue. Ils s'abattirent haletant au pied d'un buisson incendié. Ils revenaient en se tenant les deux mains, quand soudain, à travers les arbres, ils aperçurent sur la rivière le canot monté par les 4 femmes. La grosse Pauline aussi les vit, car elle se redressa. Puis elle cria « À ce soir !» Madeleine répondit « À ce soir !» Paul crut sentir soudain son cœur enveloppé de glace, et ils rentrèrent pour dîner.
Vers le dessert, Paul, prenant tendrement la main de Madeleine, lui dit « Bon, je me sens très fatiguée, ma mignonne, si tu veux, nous nous coucherons de bonne heure. Hein ?» Mais elle avait compris la ruse, et elle lui lança ce regard énigmatique, ce regard à perfidie qui apparaît si vite au fond de l'œil de la femme. Puis après avoir réfléchi, elle dit « Tu te coucheras si tu veux, mais moi j'ai promis d'aller au bal de la Grenouillère. » Il eut un sourire lamentable, un de ces sourires dont on voile les plus horribles souffrances, mais il répondit d'un ton caressant et navré. « Eh bien, si tu étais bien gentil, nous resterions tous les deux. » Elle fit non, il insista. « Tu sais ce que je t'ai dit. Si tu n'es pas content, la porte est ouverte. On ne te retient pas. Quant à moi, j'ai promis, alors j'irai. » Les canotiers redescendirent en braillant toujours. Ils repartaient dans leur yole pour le bal de la Grenouillère. Madeleine dit à Paul « Si tu ne viens pas, décide-toi, hein, je demanderai à un de ces messieurs de me conduire. »« Allez, allez, allons, murmura Paul. Et ils partirent. La yole des deux jeunes gens glissait doucement. Parfois, quand un bateau lancé passait près d'eux, ils apercevaient soudain le dos blanc du canotier, éclairé par sa lanterne. Lorsqu'ils eurent tourné le coude de la rivière, la Grenouillère leur apparut dans le lointain. L'établissement, en fait, était orné de girandoles, de guirlandes en veilleuse. Sur la Seine circulaient lentement quelques gros bachots, représentant des dômes, des pyramides, des monuments compliqués en feu de toutes nuances. Toute cette illumination répandait une lueur alentour du café. L'orchestre, composé de 5 artistes de banlieue, jetait au loin sa musique de bastringue, maigre et sautillante, qui fit de nouveau chanter Madeleine. Elle voulut tout de suite entrer. Paul désirait auparavant faire un tour dans l'île, mais il dut céder. La grosse Pauline et ses compagnes n'étaient pas là. Alors Paul respira. Les femelles, désarticulées des cuisses, bondissaient dans un envolement de jupes révélant leurs dessous. Leurs pieds s'élevaient au-dessus de leur tête avec une facilité surprenante, et elles balançaient leur ventre, frétillaient de la croupe, secouaient leurs seins, répandant autour d'elles une senteur énergique de femmes en sueur. Charmant. Les mâles s'accroupissaient comme des crapauds avec des gestes obscènes, se contorsionnaient, grimaçant et hideux, faisaient la roue sur les mains ou bien s'efforçaient d'être drôles, esquissaient des manières avec une grâce ridicule. Une grosse bonne et 2 garçons servaient les consommations. Ce café-bateau, couvert seulement d'un toit, n'ayant aucune cloison qui le séparât du dehors, la danse échevelée s'étalait en face de la nuit, pacifique, et du firmament poudré d'astres. À mesure qu'elle s'élevait, la lueur du ciel, cette nuance pourpre s'atténuait, devenait jaune, d'un jaune clair. Paul le regardait depuis longtemps, cet astre, perdu dans cette contemplation, oubliant sa maîtresse. Quand il se retourna, elle avait disparu. Il la chercha, il ne la trouva pas. Il errait ainsi, martyrisé d'inquiétude. « C'est Madame Madeleine que vous cherchez ? Elle vient de partir tout à l'heure en compagnie de Madame Pauline. » Et au même moment, Paul apercevait debout à l'autre extrémité du café le mousse et les 2 belles filles, toutes 3 liées par la taille. Il comprit et comme un fou s'élança dans l'île. Il courut d'abord vers Chatou, mais devant la plaine, il retourna sur ses pas. Alors il se mit à fouiller l'épaisseur des taillis, à vagabonder éperdument, s'arrêtant parfois pour chercher. 2 voix murmuraient des paroles qu'il n'entendait pas encore. Puis elles se turent. Alors il eut une envie immense de fuir, de ne pas voir, de ne pas savoir. On parlait de nouveau, il s'approcha, courbé, un cri, un léger cri, puis des cris d'amour. Il avançait encore et toujours, et là invinciblement, attiré, sans avoir conscience de rien, il les vit. Oh, c'eût été un homme, l'autre, mais ça, il sentait enchaîné par leur infamie même. Il restait là anéanti, bouleversé, comme s'il eût découvert tout à coup un cadavre cher et mutilé. Alors, dans un éclair de pensée involontaire, il songea au petit poisson. Mais Madeleine murmura Pauline, du même ton passionné qu'elle disait Paul, et il fut traversé d'une telle douleur qu'il s'enfuit de toutes ses forces. Il heurta 2 arbres, tomba une racire, repartit, le fleuve était là. Comprit-il ce qu'il faisait? Voulut-il mourir? Il était fou. Il se retourna cependant vers l'île, vers elle, et dans l'air calme de la nuit où dansaient toujours les refrains affaiblis et obstinés de bastringue, il lança une voix désespérée. « Madeleine !» Son appel déchirant traversa le large silence, puis courut partout dans l'horizon. Les 2 femmes avaient entendu. « C'est Paul. Il s'est noyé, dit-elle. » Elle s'élança vers la rive où la grosse Pauline la rejoignit. Pauline cria « Que faites-vous? Qu'y a-t-il » ? C'est un homme qui vient de se noyer. Les 2 femmes pressées l'une contre l'autre, hagardes suivaient les évolutions de la barque. Les recherches se prolongeaient, l'attente horrible faisait grelotter Madeleine. « Je le tiens, je le tiens !» Et il fit remonter la longue gaffe doucement, tout doucement. L'autre marinier quitta ses rames, tous 2 unissant leurs forces.
Ensuite, ils gagnèrent la terre en cherchant une place éclairée et basse. Dès qu'elle le vit, Madeleine recula d'horreur. Sous la lumière de la lune, il semblait vert déjà avec sa bouche, ses yeux, son nez, là, ses habits pleins de vases. « Oh, tu le connais ?» dit un homme. « Oui, c'est Monsieur Paul. »« Mais Monsieur Paul, le fils du sénateur, ce petit là qui était si amoureux ?»« Eh bien, dit l'autre philosophiquement, il a fini de rigoler maintenant. C'est dommage tout de même quand on est riche. » Madeleine sanglotait, tombait par terre. Pauline s'approcha du corps et demanda « Est-ce qu'il est bien mort ?»« Oui, tout à fait. » Les hommes haussèrent les épaules. « Oh, après ce temps, hein, pour sûr. »« Mais c'est chez Grillon qu'il logeait. »« Oui. »« Bah, faut le reconduire, il y aura de la braise. » Ils remontèrent dans leur bateau. Alors Pauline prit dans ses bras la pauvre Madeleine éplorée, la câlina, la consola. « Que veux-tu ? C'est point ta faute, n'est-ce pas ? On peut pourtant pas empêcher les hommes de faire des bêtises, après tout. Il l'a voulu, hein, tant pis. Allons, ma chérie, viens te coucher à la maison. Tu ne peux pas rentrer chez Grillon ce soir. Allez, nous te guérirons. » Et Madeleine se releva en pleurant toujours, mais avec des sanglots affaiblis, la tête sur l'épaule de Pauline, comme réfugiée dans une tendresse plus intime et plus sûre. Elle partit à tout petit pas. Et moi aussi, je vais partir parce que c'est l'heure. Je l'ai dépassée depuis longtemps déjà. On se retrouve bientôt pour une nouvelle lecture dans un nouveau voyage. Alors, à très vite. D'ici là, prenez soin de vous et passez une excellente journée si vous venez de vous lever ou une très bonne nuit si vous allez vous coucher. À très bientôt sur Des Vies. Ciao.